très content de cette assistance aussi nombreuse que variée. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les technosignatures. Alors pour ceux qui ne sont pas trop au courant, vous allez voir, j'expliquerai au fur et à mesure. Alors ceci est une partie du dialogue entre Hamlet et son ami Horatio, et il lui dit « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en imagine ta philosophie. » Effectivement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, de temps en temps, j'ai osé un sous-titre en anglais pour nos amis anglophones, s'il y en a. Alors, d'abord, un petit aparté. Ceci est un dessin d'artiste, bien entendu, hein, de l'exoplanète K2-18b. Il vient d'y avoir un énorme scoop avec cette planète. On va voir ça tout de suite après. Est-ce que tout le monde lit les caractères en blanc? Oui. Donc, c'est une planète qui est classée dans les super-Terres ou les sub-Neptunes, c'est-à-dire elle est plus grosse que la Terre, mais moins grosse que Neptune. C'est une classe intermédiaire, puisque son rayon est à peu près de 2,5 fois le rayon terrestre. Sa masse est de près de 9 fois la masse terrestre. Donc, c'est une grosse planète. Elle est située à 124 années-lumière de nous. Dans la constellation du Lion, sa période orbitale, c'est-à-dire son année, est de 33 jours. Elle est très proche de son étoile, mais elle est considérée comme étant dans la zone habitable de son étoile, parce que son étoile, c'est dessiné ici, hein, c'est une naine rouge. Or, les naines rouges sont beaucoup plus froides que notre Soleil, et donc une planète qui tourne plus près devrait avoir, si elle est dans la zone habitable, des conditions pour que, éventuellement, de l'eau y existe à l'état liquide, bon, et plus si affinité. Sa distance à l'étoile, c'est-à-dire le demi-grand axe de son orbite, la distance maximale de la planète à son étoile est de 0,143 unités astronomiques, ce qui équivaut à peu près à 21,5 millions de kilomètres. C'est-à-dire qu'elle est 2 fois plus proche de son étoile que Mercure l'est de notre Soleil. Oui. Mais comme l'étoile est une petite étoile pas très chaude, les conditions d'habitabilité, ce qu'on appelle l'habitabilité, pourraient être réunies. Mais vous allez voir plus loin ce dont il s'agit. Bon, voilà une étoile, peu importe laquelle. Et une planète passe devant. Alors déjà, c'est un moyen de repérer les exoplanètes et ce qu'on appelle la méthode des transits, parce que lorsque la planète passe devant l'étoile, la luminosité de l'étoile baisse très très faiblement, mais on peut mesurer cette baisse. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'on pouvait détecter des exoplanètes. Mais on peut faire autre chose aussi avec ça. C'est que si vous mettez par exemple un bon télescope spatial braqué sur le système, il se trouve que la lumière de l'étoile va passer, si cette planète a une atmosphère, la lumière de l'étoile va traverser cette atmosphère et avec le matériel adéquat, c'est-à-dire avec un spectromètre, on va pouvoir décomposer cette lumière dans ses différentes longueurs d'onde. Alors là, c'est uniquement dans le visible, mais c'est également valable pour les fréquences lumineuses qui sont en deçà et au-delà du visible, c'est-à-dire dans l'ultraviolet ou dans l'infrarouge. Le schéma de base est celui-ci. Le télescope regarde l'atmosphère de la planète qui reçoit la lumière de l'étoile, et dans cette atmosphère, il y a forcément des gaz, c'est-à-dire des molécules. Ici, par exemple, c'est un exemple imaginaire, hein. Il y a du gaz carbonique, du méthane et de l'oxygène.
Et le spectromètre va décomposer la lumière qu'il reçoit dans ces longueurs d'onde. Alors ici, on a du visible et du rouge et de l'infrarouge. Et quand la lumière va traverser, j'essaie de m'exprimer de façon imagée aussi simple que possible, va traverser les molécules de gaz qui sont dans l'atmosphère, ces molécules vont bloquer de façon spécifique la lumière dans certaines longueurs d'onde. Ici, les longueurs d'onde sont entre le nanomètre et le micromètre, c'est-à-dire entre le millionième de mètre et le milliardième de mètre, ou l'inverse plutôt. Donc, les raies noires que vous voyez ici sont les longueurs d'onde précises où la lumière a été bloquée. Et avec l'ensemble des raies d'absorption, on en déduit le profil ou la signature des gaz de cette atmosphère. Alors, c'est intitulé « Détection des signes de vie sur des planètes lointaines ». Alors ça, c'est un exemple également imaginaire, mais qui est en fait tiré de ce qu'on sait sur notre propre planète, sur la Terre. Donc ici, l'intensité lumineuse, c'est vers le haut, mais quand c'est bloqué, forcément, c'est vers le bas. Donc ici, on a quoi? On a de l'oxygène moléculaire, celui que nous respirons, du dioxygène. On a aussi de l'ozone, de la vapeur d'eau. Oui, ça c'est du méthane, du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, encore de l'ozone, de la vapeur d'eau, du méthane, bref, un certain nombre de gaz. Et vous voyez que suivant je ne sais pas si c'est la quantité des mêmes molécules présentes dans l'atmosphère, elles vont bloquer plus ou moins la lumière, c'est-à-dire on aura une puissance de blocage. Et là, par exemple, la plus grande puissance de blocage sur cette longueur d'onde à peu près de 4 microns, c'est de l'ozone. Donc, puisque la Terre a 2 couches d'ozone, une basse et une haute. Voilà. Et si je reviens ici, vous voyez, ici, on voit vraiment les rayons de lumière qui frappent le détecteur. Et ils sont élevés, mais chaque fois, entre ces rayons de lumière, il y a l'obscurcissement provoqué par les molécules de gaz. Alors là, maintenant, nous disposons d'un monstre, d'une merveille des technologies, qui est le télescope spatial James Webb. Au passage, cette machine, qui est peut-être la plus merveilleuse invention technologique de ces 100 dernières années, a coûté quand même 10 milliards de dollars. Je ne sais pas si c'est en comptant le processus de lancement, puisqu'il a été lancé par Ariane en Guyane, etc., mais le système lui-même, le télescope avec son écran anti-chaleur, anti-thermique, il a coûté 10 milliards de dollars. Et sa conception et sa fabrication ont pris 10 ans, peut-être 11 ans. Alors voilà un exemple qui nous a déjà fait un exploit à la fin de l'année dernière, James Webb. Il a déterminé la composition atmosphérique d'une planète qui s'appelle WASP-39b, qu'on a baptisée, pour une raison que j'ignore, Book-Prince. Voilà, on commence à donner des noms aux exoplanètes maintenant, ce qui n'est pas plus mal. Alors ce système, l'étoile et ses planètes, en tout cas sa planète, il est dans la constellation de la Vierge et il est distant de 750 années-lumière. Donc vous voyez, ça fait quand même loin, et Webb a été capable de détecter les molécules de son atmosphère à 750 années-lumière de distance. Chose remarquable, l'étoile, elle est de la classe G8, c'est-à-dire la classe G, c'est la classe spectrale d'étoiles à laquelle appartient notre Soleil. Celle-là est un peu moins lumineuse et chaude que le Soleil, puisque c'est une G8, alors que notre Soleil, c'est une G2. Plus le chiffre est bas, et plus l'énergie de l'étoile est élevée. Et l'étoile a un rayon de 90% de celui de notre Soleil, c'est-à-dire elle est un peu plus petite que le Soleil.
Alors, ça sera difficile pour vous de lire là, mais voilà, donc James Webb a 4 instruments principaux, et le dernier graphique en bas résume les autres en gros. Hein. Donc il y a détecté du sodium, du potassium, de la vapeur d'eau, même de près on ne lit pas, hein. Désolé, du gaz carbonique, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, enfin bref. Bon, il a détecté tout un ensemble de molécules, mais il faut dire que cette planète, elle ne serait pas idéale pour aller passer des vacances parce que c'est une géante gazeuse, à peu près de la taille de Jupiter, je crois légèrement plus grosse, et en plus c'est un Jupiter chaud. Elle est si près de son étoile que la température de surface doit être de l'ordre de 1000 degrés. Malgré tout, les molécules persistent. Alors voilà maintenant notre K2-18b. Et là, il se pourrait bien que James Webb, le télescope, hein, ait fait la plus grande découverte de ces 50 dernières années. Voilà une partie de sa spectrométrie. Hein, on voit toujours en abscisse la longueur d'onde. Alors ici, ça part de l'infrarouge proche et ça va jusqu'à la fin de l'infrarouge moyen, parce qu'il y a aussi un infrarouge plus lointain que Webb ne regarde pas. Et là, vous avez l'intensité du blocage des moléculaires. Hein. Donc on voit, il y a du méthane, CH4, hein, et du gaz carbonique. Jusque-là, tout va bien puisque ces gaz sont présents, on les a détectés dans l'atmosphère déjà des planètes de notre système solaire, de Mars en particulier. Bon. Et puis là, il y a autre chose. Ici, vous voyez, il y a du méthane, là, CH4, et il est associé ou mélangé à quelque chose qui s'appelle DMS. DMS, c'est le sulfure de diméthyle. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cet animal? Le sulfure, pour ceux qui aiment qui aiment bien les représentations de formules développées, on a un atome de soufre lié à 2 groupes méthyl, hein, comme son nom l'indique. Le sulfure de diméthyle, en tout cas sur Terre, n'est produit que par des organismes vivants. Donc, a priori, sur cette planète qui est de type rocheux, bien qu'éloignée, etc., on peut déterminer sa masse, etc., comme vous l'avez vu. Hein. Il y aurait, alors, non seulement le DMS n'est produit que par des organismes vivants, mais de plus, sur Terre, en tout cas, je précise bien sur Terre, hein, parce qu'il faudra que les mesures soient affinées pour ces molécules-là, et ça, il faudra en parler aux Américains. Il est produit essentiellement par le phytoplancton, c'est-à-dire le plancton végétal qui est dans les océans. Et il se trouve que donc l'article qui montre cette découverte est paru il y a une dizaine de jours seulement dans les Astrophysical Journal Letters, donc, et le titre est « Molécules carbonées dans une atmosphère potentielle icéanique ». Alors je précise icéanique, ça veut dire, c'est la contraction de hydrogène et océanique. On appelle icéanique des exoplanètes qui sont entièrement ou presque recouvertes d'eau, donc océanique, et dont l'atmosphère est riche en hydrogène. Alors riche, ça ne veut pas dire qu'il y en a 90%, hein, mais une atmosphère qui est plus riche en hydrogène que ne l'est par exemple l'atmosphère terrestre, l'atmosphère martienne et les atmosphères d'autres planètes qu'on connaît. Donc d'où le terme ICN. Donc voilà, là, potentiellement, je dis bien, parce que c'est basé sur ce qu'on sait sur ce qui se passe sur Terre. Sur Terre, le DMS n'est produit que par des organismes vivants et par le phytoplancton. Donc on peut s'attendre, si cela se confirme, on peut s'attendre que cette planète possède effectivement la vie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, potentiellement, c'est la plus grande découverte de, je dirais même pas des 50 dernières années, mais du siècle qui vient de passer.
Ça serait effectivement la première fois qu'on détecte la vie ailleurs que dans, non seulement dans notre système solaire, mais que sur Terre. Alors, ceci, c'était ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire des manifestations qu'on peut voir à distance, produites par des systèmes vivants. Là, maintenant, j'aborde effectivement le sujet principal qui est celui des technosignatures. Alors, les technosignatures, c'est la même chose, sauf que c'est la manifestation sous toute forme de signal qui soit produit par des intelligences technologiques. Pour dire les choses plus, comment dirais-je, plus couramment, par des civilisations extraterrestres. S'il y en a. Et il y a gros à parier qu'il y en a quand même. Alors on a d'abord étudié, vous le savez tous, les signaux radio. Par exemple ici avec la grande antenne de Green Bank qui est en Virginie occidentale, c'est avec celle-là, ou plutôt celle qui l'a précédée parce qu'elle a été presque entièrement reconstruite en 1991. Ça c'est la version actuelle. Elle a une parabole de 100 mètres de diamètre. C'est-à-dire qu'elle peut capter très loin et très fort. Donc il y a l'antenne de Green Bank, il y a plusieurs radiotélescopes qui sont disséminés de par le monde et qui servent entre autres à essayer de détecter des signaux d'origine intelligente. Et je dois dire que jusqu'à présent, on n'a pas découvert un signal dont on puisse dire avec une absolue certitude qu'il était d'origine intelligente. Sauf peut-être le signal, je pense que tout le monde en a entendu parler, qu'on a appelé WOW. WOW, pourquoi WOW? Parce que c'est l'interjection qu'a éprouvé le radioastronome qui a vu ça. Il a écrit, alors là j'ai simplement inversé les couleurs de l'original, c'est noir et rouge sur fond blanc, ce qui est entouré, et en bleu, là, chez lui, c'était sur l'original, c'était en rouge. Il a écrit wow avec un point d'exclamation, parce que les valeurs qu'il voyait, c'était des valeurs qui semblaient démontrer qu'il y avait une structure non aléatoire, donc potentiellement intelligente, dans le signal. Donc ici, tout ce qui dépassait en fait dans le système, je rappelle que c'était en 1977, c'était pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc ça sortait sur un listing papier. Tout ce qui était au-dessus de 5, au-dessus de 7, prenait au lieu de chiffres de lettres. C'est-à-dire qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis par exemple ici, E, Q, U, J. Et c'est en voyant ça qu'il a dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, ça aurait pu être là aussi une grande découverte. Malheureusement, ce signal n'a duré en tout et pour tout que 72 secondes et n'a plus jamais été capté par la suite. Les gens ont braqué les antennes dans la direction, ils ont fait des tours des machins. Le signal n'est plus apparu par la suite. Donc, la question reste posée. Est-ce que WOW était vraiment un signal intelligent ou pas? Apparemment, il n'était pas dû à des interférences terrestres, ce qui est le cas assez souvent. Mais c'est le seul mystère qu'on ait. Et en fait, s'il n'y a jamais eu, depuis qu'on explore l'espace avec des radiotélescopes, s'il n'y a jamais eu un signal qu'on puisse soupçonner d'être d'origine intelligente, c'était WOW. Alors on a situé son origine à deux sources possibles dans la constellation du Sagittaire, ici. La constellation du Sagittaire, et donc l'agrandissement. Donc deux sources possibles, pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs récepteurs, ce qu'on appelle des cornets, qui étaient disposés suivant un certain angle, et donc ils délimitaient deux sources possibles. Mais en tout cas, c'était dans le même coin. Par contre, on n'a pas pu déterminer la distance de la source d'émission. Alors maintenant, je reviens quand même sur les représentations dont je vous parlais tout à l'heure avec la spectrométrie moléculaire. Donc pareil, là c'est autre chose parce qu'on a
c'est une représentation de la pollution par le dioxyde d'azote, pollution atmosphérique par le dioxyde d'azote, qui, dans cet article-là, paru en 2021, considéré comme une signature potentielle, si on en détecte, d'une technologie extraterrestre. Pourquoi? Parce que le dioxyde d'azote, il existe de façon naturelle. On sait que la foudre, par exemple, produit, puisque elle ionise les molécules d'air, elle produit du dioxyde d'azote, le volcanisme également. Mais sur Terre, la majorité du dioxyde d'azote est produit par les installations industrielles. En particulier, tout ce qui est la combustion du pétrole, donc quand on démarre nos voitures, on émet du dioxyde d'azote, vous avez tous vu ça, hein. C'est une source de pollution qui pose un problème. Alors le dioxyde d'azote, il a un effet différentiel sur la couche d'ozone. Bon, vous savez, on dit toujours dioxyde d'azote, c'est mauvais parce que ça réduit la couche d'ozone. Ça fait un trou dans la couche d'ozone, ça la fait diminuer dans la basse atmosphère. En revanche, dans la haute atmosphère, ça a plutôt tendance à la favoriser. Le dioxyde d'azote, parce que l'ozone, la couche d'ozone, l'ozone, c'est trois atomes d'oxygène, hein, ensemble, liés. Et donc le dioxyde d'azote agit chimiquement sur l'air environnant, et étant donné quand on est dans la haute atmosphère, il y a beaucoup plus de radiation solaire, etc. Et donc là, on est dans un autre cas de figure. Ici, par exemple, c'est dans la haute atmosphère. Quand le dioxyde d'azote diminue, l'ozone augmente. Ou plutôt non, pardon. Là, on est dans la basse atmosphère. Quand le dioxyde d'azote diminue, on a une augmentation de l'ozone et vice-versa. Alors, sur ce graphique, on a représenté également les autres gaz que l'on connaît bien. Alors, on a des oxydes d'azote, du gaz carbonique, de la vapeur d'eau, de l'ozone et de l'oxygène. Alors, suivant les différentes couleurs. Hein. Donc, si on détectait un excès de dioxyde d'azote dans l'atmosphère d'une exoplanète, on aurait un indice fort que cet oxyde d'azote est produit par une activité industrielle, donc par une technologie étrangère. Pour l'instant, cette certitude, on ne l'a pas, puisque ça repose sur des mesures terrestres seulement. Mais on a déjà le modèle qu'on pourra projeter ensuite selon les découvertes qui seront faites. Là, c'est la même chose. Alors là, c'est encore pire, parce que les gaz qu'on voit là, les molécules qu'on voit là, trifluorure d'azote, tétrafluorure de carbone, l'hexafluorure de soufre, qu'on détecte dans l'atmosphère terrestre, ils ont une signature bien particulière, hein, toujours en spectrométrie. Hein. Cela n'existe pas dans la nature. Ils ne sont le produit que d'une activité industrielle. Alors, les gens sont amusés à modéliser, donc ils ont établi un modèle sur ce que verrait le télescope James Webb s'il était situé à 50 années-lumière de la Terre et qu'il regarde vers la Terre. Donc c'est considérer donc la Terre comme une exoplanète en transit et l'extraction, la méthodologie d'extraction atmosphérique par transmission de spectroscopie pour des exoplanètes terrestres. Donc c'est un modèle, hein, ce n'est pas la réalité, c'est un modèle. Mais vous allez voir que le modèle colle bien aux données. Voilà. Alors, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais ce qui est les traits noirs, là, comme c'est dans la légende en haut, ce sont les données observées. Et le double trait, qui est autour, je le vois mal, c'est l'adaptation du modèle à ces données. Et vous voyez que dans tous les cas, le modèle colle bien aux données. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a, toujours pareil, hein, du méthane, du gaz carbonique, de l'oxygène, des oxydes d'azote, non, des oxydes d'azote, ici, les flèches bleues. On a même de l'acide nitrique. Vous savez que ce qui provoque les pluies acides, c'est quand il y a un excès
d'oxyde d'azote dans l'atmosphère, avec la vapeur d'eau atmosphérique, ça se transforme en acide nitrique et ça donne des pluies acides. Heureusement, c'est rare. Et puis là, les flèches rouges indiquent deux molécules, CFC11 et 12, et ça, ce sont les chlorofluorocarbures. Alors, le chlorofluorocarbure, le plus connu, c'est le fréon, que vous avez certainement dans votre frigo à la maison. Hein. Ce sont des gaz qui permettent de refroidir. Ils n'ont pas que ça comme utilisation, mais en particulier, il y a ça. Et ces gaz-là aussi, comme ceux que je vous ai montrés précédemment, n'existent pas à l'état naturel, nulle part. Dans le système solaire, on n'a détecté aucun chlorofluorocarbure, et sur Terre, il n'est produit que par une activité industrielle, chimie industrielle donc. Donc ce modèle sert à déterminer que si un télescope braqué sur une exoplanète, elle pourrait être même à 1000 années-lumière, mais s'il voit son atmosphère et s'il fait la spectrométrie de son atmosphère, et s'il voit des CFC, on aura quasiment la preuve, la certitude qu'il y a une activité industrielle, chimique sur cette planète. Donc une technologie, donc une civilisation. Pour l'instant, on n'a pas cette certitude. Mais les plans sont déjà faits, les modèles sont déjà établis. Donc si Webb, par exemple, détecte quelque chose comme ça, on saura tout de suite de quoi il s'agit. On n'aura pas besoin de chercher midi à 14 heures. Là, on a un autre type de technosignature potentielle depuis quelques années, qu'on s'est mis à chercher. Voilà, par exemple, ici, j'ai un projecteur de lumière, hein, une lampe. Ça peut être une lampe de poche. Quand vous éclairez, vous avez un faisceau lumineux qui a tendance à s'épanouir. Qui ça? Ah oui, ils peuvent filmer. Comme je leur ai dit, vous pouvez filmer, mais moi... Ah oui, oui, bien sûr. Non, excusez-nous. Donc vous avez un faisceau lumineux, comme tout le monde le sait, la lumière blanche, d'abord elle est constituée de toutes les longueurs d'onde de la lumière, mélangées, ça donne de la lumière blanche, et les faisceaux ont tendance à s'épanouir, c'est-à-dire ils sont coniques. Hein. Et pourquoi j'ai représenté en sinusoïdal, là, c'est parce que les photons, c'est-à-dire les particules qui constituent la lumière, ont une trajectoire de ce genre-là. Vous prenez un laser, mais plus du tout la même chose. Là, tous les photons vont être en phase. La lumière va être non plus de couleurs mélangées, mais monochromatique. Une seule couleur pure. Pure. Mais ça peut être de la lumière rouge, de la lumière bleue, de la lumière ultraviolette, de la lumière infrarouge. On sait fabriquer des lasers qui font tout ça. Et l'autre point, c'est que c'est une lumière qui, pour une alimentation identique, c'est-à-dire, mettons, vous avez à la base, chacun, une batterie de, mettons, 1000 Wh. Ben, avec 1000 Wh, dans le premier cas, vous allez faire un cercle de lumière sur un mur. Dans le deuxième cas, vous allez percer un trou dans le mur. La lumière du laser transporte beaucoup plus d'énergie que la lumière blanche. Et donc, on s'est dit, ça pourrait être un moyen de communication pour des civilisations avancées, d'envoyer des faisceaux laser qui peuvent franchir de très grandes distances, pratiquement sans être absorbés ou amortis par les molécules, les gaz interstellaires, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient encore, l'espace n'est pas vide. Donc, on a vu deux avantages. Le premier, c'est qu'on peut les voir de loin, même depuis la surface de la Terre, éventuellement. Et deuxièmement, c'est que contrairement aux ondes radio, on pourra voir éventuellement des milliers d'émissions laser à partir d'un seul observatoire. D'ailleurs, il y a des observatoires qui sont
Il y a 2 observatoires qui sont actuellement au Chili, qui sont d'énormes machines, hein, qui peuvent voir très loin. Et il y a un projet qui s'appelle Laser SETI, qui est censé chercher des éclats de laser à travers toute la galaxie. Donc voilà une autre approche de technosignature. Parce qu'évidemment, si on voit des faisceaux laser, c'est que derrière, il y a une civilisation intelligente et technologique. Et qui manipule la lumière. C'est pas évident de manipuler la lumière, mais voilà. Alors ça, il y a un mystère là-dessus. Alors ça, c'est une représentation de l'univers observable en mode projection de Mercator, comme on représenterait la Terre. Hein. Donc vous avez les angles de 0 à 360, et tout est groupé dans une projection de ce genre-là. Et là, regardez bien, c'est une animation. Hein. Alors, ces éclats qu'on voit, hein, qui durent, qui sont extrêmement brefs, c'est ce qu'on appelle des sursauts radio rapides. On s'y intéresse depuis une vingtaine d'années. Ce sont des signaux qu'on capte par radio, qui sont extrêmement brefs, de l'ordre de quelques millisecondes, donc millièmes de seconde, qui ne sont en général pas répétitifs. On en a détecté 2 ou 3 qui sont répétitifs, qui se répètent, identiques sur plusieurs heures, ou du moins à une fréquence de plusieurs heures, et on ne sait pas du tout ce que c'est. On ignore leur nature, on ignore d'où ils viennent. On sait que le plus lointain qu'on ait capté était à une distance d'à peu près 1 milliard d'années-lumière, mais 1 milliard d'années-lumière, ce n'est rien, puisque déjà notre galaxie est âgée de 10 milliards d'années, et l'univers entier de à peu près 14 milliards. On ne sait pas ce que c'est. Et bien entendu, certains scientifiques se sont rués sur cette hypothèse en disant qui nous dit que ce ne sont pas des signaux de communication, plusieurs civilisations qui communiqueraient entre elles, disséminées un peu partout dans la galaxie, ou même à l'extérieur de la galaxie. On en est là. Pour l'instant, on n'a rien trouvé pour expliquer ces FRB sur ce radio rapide. Alors on a franchi, depuis, on a franchi encore des étapes. Bon, là c'est un article paru en 1994, mais qui est toujours d'actualité. Robert Zubrin, c'est un physicien de renommée mondiale. Hein. Donc, détection de civilisations extraterrestres par le biais de signatures spectrales de vaisseaux spatiaux, de vaisseaux interstellaires avancés. Donc, c'est encore un projet. Et pour l'instant, enfin, on ne sait pas si on en a détecté. On a détecté des choses, mais on ne sait pas si c'était des vaisseaux spatiaux. Alors bon, toujours pour nos amis anglophones, mais en français ça donne. Donc ils ont passé en revue 4 modes de propulsion interstellaire qu'on pourrait détecter. Parce que tout système de propulsion, y compris celui que nous utilisons encore pour l'instant, propulsion chimique, serait détectable et à très grande distance. Avec le matériel adapté, bien sûr. Et maintenant, nous avons le matériel adapté. Donc, mode de propulsion dont les principes de base sont bien connus, même si on ne sait pas tous les réaliser concrètement pour l'instant. Par exemple, le moteur à antimatière. Alors, c'est quoi le moteur à antimatière? En théorie, c'est lorsque vous rapprochez dans un champ de confinement magnétique un fragment, enfin une certaine quantité de matière et la quantité équivalente d'antimatière. Donc la théorie prédit, et même la pratique, puisqu'on sait faire ça dans les accélérateurs de particules, lorsque vous faites se rencontrer de la matière et de l'antimatière, vous avez instantanément une conversion totale en énergie pure, en lumière en particulier. Quand je dis total, c'est le rendement donc est de 100%. C'est le seul rendement de 100% qu'on connaisse dans l'état actuel des connaissances. Hein. Matière et antimatière, par exemple ici, la grosseur de mon
mon pouce de matière se rencontrant avec la grosseur de mon pouce d'antimatière rayée de la carte de la ville de Montpellier. Je vais vous donner une idée de l'énergie qui serait dégagée dans ce cas-là. Donc les gens, bien entendu, ont imaginé des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux interstellaires même, qui seraient propulsés par la lumière émise par la rencontre d'une masse de matière et d'antimatière. Alors tout ça se ferait au centre d'une sorte de parabole qui serait à la poupe d'un vaisseau long de 100 km, parce qu'il faudrait protéger les occupants, hein, dans un champ de confinement magnétique, parce qu'il ne faut pas que l'antimatière touche les parois du vaisseau, sinon il ne reste plus rien. Donc, le moteur alors évidemment, ça produirait de la lumière, et une lumière qui aurait tellement d'énergie qu'elle se diffuserait vers l'arrière du vaisseau, et le vaisseau, évidemment, selon la loi de l'autoréaction, propulserait dans la direction opposée. Et si on fait abstraction de la masse du vaisseau, qui pourrait être même très importante, hein, donc voilà un vaisseau qui, propulsé par de la lumière, très énergétique, pourrait en théorie atteindre des vitesses, ce qu'on appelle relativistes, c'est-à-dire significativement proches, enfin plus ou moins proches de la vitesse de la lumière elle-même. Là, évidemment, ça ne pourrait pas atteindre la vitesse de la lumière, puisqu'il y a d'autres considérations dans les lois physiques, mais voilà, on aurait un vaisseau qui pourrait se déplacer à, disons, 20, 30, peut-être 40% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà pas mal. Alors, le moteur à fusion, c'est assez simple, c'est la mise dans un moteur de vaisseau du principe de réacteurs à fusion qu'on est en train de construire un peu partout. C'est-à-dire on crée un plasma avec des lasers, enfin c'est une technologie un peu complexe, un plasma dont la température est d'à peu près 150 millions de degrés, c'est-à-dire c'est même plus élevé que la température qui règne au centre du Soleil. Alors ce plasma, après il faut trouver un moyen pour l'éjecter dans une direction, et le vaisseau part dans la direction opposée. On pourrait atteindre là aussi, non pas peut-être pas des vitesses aussi élevées dans le relativiste, mais des vitesses quand même assez élevées. Enfin, le moteur à fission, alors le moteur à fission, c'est le principe de base des centrales nucléaires actuelles. On crée la fission des noyaux d'uranium avec des neutrons. Changement de carte, pardon. Donc le moteur à fission, c'est avec une réaction nucléaire basique, hein, qu'on utilise depuis 1945 maintenant, mais une réaction de fission contrôlée. Il ne s'agit pas de la faire détonner comme on ferait avec une bombe atomique. Là, c'est de la fission contrôlée. On chauffe, puisque ça produit de la chaleur, beaucoup de chaleur, on chauffe un gaz qu'on va éjecter à l'arrière du vaisseau, et le vaisseau va suivre la direction opposée. Et enfin, la voile magnétique. Alors la voile magnétique, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, on peut dire, enfin, dans les années 90, du moins le concept. Il s'agit de créer en quelque sorte un champ magnétique un peu comme celui de la Terre, qui se heurte aux radiations venues du Soleil, c'est pourquoi nous sommes toujours en vie. Et là, la voile magnétique qui serait destinée à ralentir un vaisseau interstellaire lorsqu'il arrive proche de sa destination finale par une résistance contre le milieu interstellaire environnant. Parce que comme je vous le disais, le milieu interstellaire n'est pas vide. Et même c'est loin d'être vide. Vous avez des tas, surtout des atomes d'hydrogène, il y a des poussières, il y a tout ce qu'on veut dans le milieu interstellaire. Donc il faut créer une résistance contre ce milieu pour ralentir. C'est une des techniques. Il y en a d'autres, celle-là, elle est assez, est assez connue. Alors depuis quelques années, il y a des projets qui veulent rechercher alors, des objets physiques dans l'espace. En particulier, le projet de l'université d'Harvard, Galileo, qui, lui, avec des télescopes, des observatoires spécialisés, va rechercher la présence éventuelle de vaisseaux spatiaux
dans l'environnement du système solaire et peut-être plus loin au-delà du système solaire. Alors tout ça, c'est parti de quoi? C'est parti de 1i 2017-U1, connu sous le nom de Oumuamua, dans lequel certains ont cru voir, mais on n'en aura probablement jamais la preuve, ont cru voir un vaisseau spatial étranger, donc une machine technologique. Alors là, il est représenté sous la forme d'un astéroïde, hein, mais les dimensions correspondent à ce qu'on a mesuré. Hein. 800 mètres par une centaine à peu près. Alors, le professeur Avi Loeb de l'université de Harvard a construit, avec une centaine de collaborateurs, un projet qui s'appelle le projet Galileo, et qui prétend rechercher ce type d'objet, mais à ce moment-là, dans l'espace, en essayant de déterminer la signature technologique de ces objets. Alors, on peut imaginer, à l'horizon 2050, un système d'imagerie interstellaire avancé, comme celui-là. Voilà, alors on aurait 1, 2, 3. Et puis là, il y en a un qui essaierait de se faufiler en douce, mais lâchez-lui. Et on pourrait déterminer sa vitesse, sa masse, son albédo, sa surface, son volume. Et on a les moyens de le faire. Le tout, c'est de tomber sur un véritable vaisseau extraterrestre, bien entendu. Et là, le dernier point que je voulais aborder, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui peut révolutionner la recherche de technosignatures, de technologies inédites, effectivement, grâce à ce type de dispositif. Alors, ceci est une antenne, en fait, une sorte d'antenne, dont chaque branche mesure 4 km de long. Il y a 2 exemplaires qui ont été construits. Ouais, on ne voit pas le haut, mais l'un est près de la ville de Hanford, dans l'État de Washington, donc au nord-ouest des États-Unis, et le second est à Livingston, en Louisiane. Alors comment ça fonctionne, ce système? Vous allez voir. Dans chaque branche, il y a un tube d'acier d'à peu près 1 mètre de diamètre, dans lequel on a fait un vide poussé. Chacun de ces tubes est rectiligne à moins d'1 angstrom près de déviation de la ligne droite. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un angstrom, c'est 1/1000e de milliardième de mètre. Hein. Donc, c'est la taille de la séparation de 2 atomes ensemble. Et à chaque extrémité, il y a des miroirs. Alors, ce n'est pas les miroirs de votre salle de bain, hein, les miroirs particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On connaît, bien entendu, la vitesse de la lumière. On connaît, toujours à l'angstrom près, l'écartement, la distance qui sépare les miroirs. Si cette distance varie à la suite d'une perturbation extérieure, le faisceau laser va être raccourci. Et raccourci d'un côté, allongé de l'autre. C'est là toute l'astuce. Et c'est avec ça que Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne ont reçu le prix Nobel de physique en 2017. Ça a été le premier à découvrir en 2015, donc grâce à LIGO, les ondes gravitationnelles. À les découvrir physiquement, concrètement, parce que la théorie remontait à Einstein. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe avec les ondes gravitationnelles? Et pourquoi je vous en parle? C'est que les ondes gravitationnelles ne sont pas des ondes au sens courant du terme. Ce ne sont pas des ondes comme la lumière ou les ondes électromagnétiques, les ondes radio, ça n'a rien à voir. Les ondes gravitationnelles, c'est simplement des oscillations de l'espace-temps lui-même. Alors, l'exemple de base, c'est celui que je vous montre là. Ça, c'est une représentation schématique de l'espace-temps, hein, représentée comme une surface plane. Lorsque vous avez une masse, cette masse va provoquer une déformation de l'espace-temps. Je suppose que vous avez tous lu ça quelque part. Hein. Donc c'est en particulier ce qui a
généré la théorie de la relativité générale d'Einstein. Toute masse produit dans l'espace-temps une déformation de cet espace-temps. Alors imaginez par exemple que vous êtes une dizaine de personnes en tenant toutes fermement un grand drap, et le drap est vraiment horizontal, là vous le voyez, il est plan, tout le monde le tient bien, et puis au milieu je vais poser délicatement une boule de pétanque. Le drap va s'affaisser, comme on le voit ici, hein. Et on aura la déformation, la représentation, grandeur nature ou presque, de la déformation de l'espace-temps par une masse. C'est faux, bien entendu, puisque c'est quelque chose d'imagé. Maintenant, si je prends le même drap et que ma boule de pétanque, au lieu de la poser doucement, je la laisse tomber, par exemple, de 2 mètres au milieu du drap. La dépression, la déformation qui s'ensuit va être beaucoup plus grande, d'une part, mais d'autre part, tous les participants qui tiennent le drap autour vont sentir la vibration due au choc, à l'impact. Eh bien, pour les ondes gravitationnelles, c'est la même chose. Les ondes gravitationnelles oscillation de l'espace-temps qui se propage, alors théoriquement, mais ça doit être affiné, théoriquement, à la vitesse de la lumière et pas plus vite. Mais on a, quand ils ont découvert l'existence réelle des ondes gravitationnelles, c'est parce que, à je ne sais combien de millions d'années-lumière de nous, il y avait 2 trous noirs qui se tournaient autour. Alors, quand 2 trous noirs se tournent autour, d'abord, ils acquièrent une grande vitesse. Donc, quasiment une vitesse relativiste, peut-être 30-40% de la vitesse de la lumière. Et ils génèrent donc, du fait de la masse multipliée par la vitesse, hein, des ondes gravitationnelles. Et lorsqu'ils fusionnent, puisque les trous noirs, lorsqu'ils fusionnent, produisent un seul trou noir, qui, en théorie, est le double de la masse des 2 trous noirs précédents, on va avoir un sursaut encore plus grand d'ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles, on peut les détecter. Et c'est ce qui s'est produit en 2015, où les deux LIGO, celui de l'État de Washington et celui de Louisiane, ont détecté au même moment la même propagation d'ondes gravitationnelles. Alors, le dépouillement, ça s'est pas fait, on n'a pas dit tout de suite, ça y est, on y est, on les a. Non, non. Il a fallu 3 ou 4 mois pour vérifier et être certain qu'on avait là l'effet d'ondes gravitationnelles. Alors on a prévu de construire un super LIGO, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, mais dans les 20 années qui viennent, mais dont chaque branche, au lieu de faire 4 km de long, fera 1 million de kilomètres ou 2 millions de kilomètres de long. Alors, dans l'espace, il n'y a pas de problème pour les faisceaux laser, donc ils ne seront ni déviés ni quoi que ce soit. Et tout le système va accompagner la Terre sur son orbite autour du Soleil, ici. Et donc là, on a représenté schématiquement le centre d'une galaxie, une étoile à neutrons qui émet, vous voyez, son faisceau là, de particules. Donc on aura un système qui sera infiniment plus sensible que ceux dont on dispose maintenant. Et donc il y a des gens qui ont oublié d'être bêtes, qui se sont dit, mais normalement, toute perturbation de l'espace-temps provoquée par une masse en mouvement rapide, donc en particulier un vaisseau spatial, devrait être détectable grâce aux ondes gravitationnelles. D'où l'article qui est paru ici, alors c'est dans le bulletin de la Société royale d'astronomie britannique, hein, le bulletin mensuel. Donc là, c'est le préprint dans Arxiv, qui date du fin décembre 2022. La recherche de vie intelligente par le moyen de signaux d'ondes gravitationnelles. Alors c'est la partie 1, la partie 2 n'est pas encore parue. Alors, possibilités actuelles et perspectives futures. Donc, et ces deux auteurs, là, Bobrick et Matraire, on va les voir un peu plus loin.
Apparemment, ils ont de la suite dans les idées. Donc les gens se sont dit, toute masse en mouvement produisant des ondes gravitationnelles, un vaisseau spatial, a fortiori, s'il est massif, s'il est gros, mais même s'il est petit, alors là, il faudra ajuster la sensibilité des détecteurs. On devrait pouvoir le détecter même s'il est à 10 millions d'années-lumière de nous. Mais a fortiori, s'il est plus près. Un vaisseau spatial qui essaierait d'entrer incognito dans le système solaire, même s'il a la capacité de se rendre invisible ou des excentricités de ce genre, ben, il passera plus inaperçu. Voilà, par exemple, ici, on a un schéma, un vaisseau spatial qui se présente en arrivant à grande vitesse. Allez, on produit sa vague d'ondes gravitationnelle. Là, on peut imaginer un vaisseau spatial appartenant à une civilisation très avancée qui aurait la capacité de produire sa boule ou son champ local de gravité. Eh bien, là aussi, on aurait derrière lui, ou tout de suite ou en même temps, le déploiement d'un faisceau d'ondes gravitationnelles qui finirait par nous atteindre, pour peu qu'on ait le détecteur adapté, bien entendu. De même, si une civilisation encore plus avancée savait utiliser les trous de verre, d'abord savait les stabiliser et les rendre traversables, un trou de verre, c'est un... Je ne sais pas comment l'exprimer mieux en disant que c'est un trou dans l'espace-temps. Donc, même chose, on va avoir des ondes gravitationnelles. A fortiori, ici, comme c'est illustré ici, un vaisseau spatial entrant dans un trou de verre ou en sortant. Même affaire. Et à plus forte raison, un système qui serait mu par un moteur à distorsion, comme celui de Miguel Alcubierre. Moteur à distorsion, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. Hein, on déplace, c'est pas le vaisseau qu'on déplace, c'est l'espace-temps lui-même. Donc pour ça, il faut une grande quantité d'énergie. C'est sur quoi ont buté jusqu'à présent les chercheurs, mais a priori c'est en passe d'être résolu. Donc on dilate l'espace-temps en arrière de la machine et on le contracte à l'avant. Mais pour ça, Miguel Alcubierre avait prévu, là vous voyez, un anneau de matière exotique ou d'énergie exotique, peut-être de l'énergie noire, quelque chose que nous ne savons pas maîtriser. Et même en théorie, on se demande si c'est possible. Et vous allez voir que quand les gens se mettent à réfléchir, tout est possible. Alors voilà nos amis, Bobrick et Martaille, dont je vous parlais tout à l'heure, là ils sont que tous les deux, et ils ont pondu en 2020 ce papier qui s'appelle Système physique de moteur à distorsion. Et ce qu'ils disent là, c'est que, en fait, si on écarte l'idée de chercher une énergie exotique, on peut utiliser de l'énergie réelle, donc positive, et à ce moment-là, on peut, comme ils le disent en bas, construire des moteurs à distorsion suivant des principes qui sont connus de l'humanité, donc connus des scientifiques. Et un moteur à distorsion, forcément, va générer des ondes gravitationnelles. Et où qu'il se trouve, on pourra le détecter. Et c'est pourquoi, à partir du moment où on aura des détecteurs assez sensibles, nos tic-tac, là, qui avaient embêté les aviateurs américains de la marine en 2004, ne pourront plus se cacher nulle part. Nulle part. On commence à avoir la main sur des choses qu'il y a encore 30 ans, qu'on n'envisageait pas il y a 30 ans. La technologie évoluant de façon exponentielle, le progrès de la technologie étant exponentiel, on a la possibilité, aujourd'hui, dès aujourd'hui, de prévoir ce qu'on peut faire pour rechercher des technosignatures intelligentes, ne serait-ce que, on va se cantonner à notre galaxie, ce qui est déjà pas mal.
en gros 400 milliards de soleils, et 2 ou 3 trillions de planètes qui tournent autour de ces soleils, dont on estime que 25 à 30% sont semblables à la Terre. Donc 25% de 3 trillions, vous voyez ce que ça fait? Ça fait beaucoup de civilisations possibles, à condition, bien entendu, qu'elles se manifestent. Et sur ce, j'ai terminé, je vous remercie de votre attention. Mais sur l'orbite, il est... Ah, Hubble est en orbite terrestre. Oui. James Webb, il est sur ce qu'on appelle l'orbite de Lagrange numéro 2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il suit la Terre sur son orbite autour du Soleil, mais il est à 1,5 million de kilomètres. C'est ce qu'on appelle l'orbite c'est le point de Lagrange numéro 2. Le point de Lagrange numéro 2. On appelle ça le point de Lagrange. C'est un point d'équilibre gravitationnel entre l'attraction solaire et l'attraction terrestre. En gros. Donc on l'a mis là parce que de là, il peut surveiller toute la galaxie sans être gêné par quoi que ce soit. D'accord. Et c'est une machine, elle est donc, comme je te disais, 100 fois plus puissante que Hubble. C'est-à-dire qu'il pourrait voir les vainés sur une plage d'une exoplanète située à 1000 années-lumière, en train de se bronzer à leur naine rouge, ou à leur naine blanche, enfin, ou à leur naine jaune. Super, quoi. Mais pour l'instant, tout ce qu'il vient de faire James Webb, là, depuis l'an dernier, depuis qu'il a commencé ses observations, c'est, comment dirais-je, c'est une mise en bouche. Il est en infrarouge. Et dans l'infrarouge. Il ne travaille que dans l'infrarouge. L'infrarouge proche et moyen. Et dans l'infrarouge, on voit des choses qu'on ne voit pas dans la partie visible du spectre. Hein. Et c'est pourquoi il peut détecter des choses qu'on n'avait pas vues. Donc, WASP-39b, il a fait un coup de tabac, là, lui, Webb, ou plutôt, oui, par sa conception, et surtout les gens qui sur Terre le guident à distance, hein, enregistrent ses résultats. Et son dernier en date, ce qui vient d'être publié en septembre, c'est K218b, avec une molécule qui n'est produite que par des organismes vivants. Moi, j'avoue que chaque fois que je lis un nouveau truc sur James Webb, je suis bluffé. Et là, ça, c'est très récent, là, tu dis 10 jours. Là. Pardon? Tu dis c'est la dernière... Le dernier, oui, c'est du 12 septembre. 12 septembre. Du 12 septembre. Par rapport aux ondes radio, Oui. tu disais qu'on a la possibilité de détecter des civilisations grâce aux ondes radio qu'elles émettraient, ou de la vie, disons, sur ces planètes grâce à certaines ondes radio qui seraient émises de façon régulière. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se tromper avec des pulsars, plutôt? Ou est-ce que je dis une grosse bêtise? C'est ce qui s'est passé en 1960. En 1960, on a détecté, côté américain, côté russe, enfin, tout le monde était dessus, on a détecté un signal qui, à la radio, faisait toc, 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 toc. Ça constituait, c'est ce qui a servi ensuite à constituer les horloges cosmiques. Hein. C'était un pulsar. Mais on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Donc les gens se sont dit, ça vient de telle région, de l'espace, etc. C'est si régulier au millionième de milliardième de seconde près, l'espacement entre chaque toc, que les gens se sont dit, ça y est, on les a trouvés. C'est une communication intelligente venant d'une civilisation. En vérité, non. En vérité, c'était un pulsar. Et à partir de là, on a cherché, bien entendu, et on a découvert que les pulsars... Alors, le pulsar, c'est une étoile à neutrons. C'est-à-dire que, au lieu d'être constitué d'atomes d'hydrogène, d'hélium, comme les étoiles, disons, classiques, une étoile à neutrons, c'est une sphère de neutrons comprimés. Et tellement comprimée qu'un centimètre cube pèse des millions de tonnes, pour donner une idée. Et ces étoiles à neutrons, elles ont un champ magnétique, bien entendu, forcément, hein, parce qu'il y a tellement d'énergie là-dedans qu'il faut bien qu'elles s'échappent d'une façon ou d'une autre. Elles ont un champ magnétique,
très puissant, et au pôle de ce champ magnétique, elles éjectent des flux de particules, de plasma, et atomes neutres, enfin, qui peuvent atteindre des dizaines, voire des centaines d'années-lumière. C'est pour ça que les astronomes et les astrophysiciens actuellement disent heureusement qu'on n'est pas proche de ces engins, de ces machines-là, parce que la Terre serait grillée par ces jets de plasma. C'est extraordinairement puissant. En plus, si un jet de plasma s'étend sur ne serait-ce que 20 années-lumière, il ne faut pas se trouver dans le champ, surtout si le jet est dirigé vers nous. D'abord, ça commencerait par éliminer l'atmosphère de la Terre en l'espace de quelques minutes, et tout ce qui serait à la surface serait brûlé, détruit. Mais la rotation de l'étoile, et donc ce jet de plasma, se déroule à cause de la rotation de l'étoile. Il est si régulier que parce que un flux électromagnétique, ça comprend les ondes radio aussi, que les ondes radio, on les reçoit, toc, 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 comme des bips extrêmement réguliers, et on s'en sert aujourd'hui pour calculer d'autres phénomènes astronomiques par la durée. Un peu comme les horloges atomiques qu'on utilise sur Terre et qui définissent par exemple la seconde à un milliardième de seconde près. Voilà. Mais attention, il faut insister là-dessus. Ce que l'on espère découvrir, ce n'est pas des civilisations elles-mêmes, c'est les manifestations de leur technologie à grande distance. À moins, bien entendu, que ces civilisations, comme ça semble être d'ailleurs le cas, arrivent jusqu'à nous, avec des sondes robots, des sondes habitées. Il y a à parier que ce que nous appelons les ovnis ou les UAP soient des sondes robots. Mais, enfin, c'est l'idée, dans la communauté scientifique, c'est l'idée qui gagne du terrain tous les jours. Hein. Tous les jours, vous tombez sur des articles, de plus en plus de gens semblent acquis à l'idée qu'on a affaire à des sondes robots. Mais passons. OK. Une petite question sur les longueurs d'onde. Avec la spectroscopie, donc ça permet d'identifier certaines molécules, de les qualifier. Est-ce qu'on peut quantifier, doser la proportion des gaz qu'on perçoit par ce... On peut la quantifier sans doute en pourcentage. En pourcentage, parce qu'on a... Alors d'abord, il faudra calibrer la proportion totale, de la densité totale de l'atmosphère de la planète en question, et ensuite voir quelles sont les proportions d'absorption de la lumière par tel ou tel gaz. Mais effectivement, c'est possible. C'est possible. Tu as dit tout à l'heure, James, que des vaisseaux supposés extraterrestres donc, pourraient se déplacer à des vitesses relativistes, en dégageant des fameuses ondes gravitationnelles, c'est ça? C'est la théorie. D'accord, c'est une théorie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une civilisation, ayant atteint un degré élevé d'avancée technologique, puisse maîtriser, diminuer, éventuellement annuler cet effet d'onde gravitationnelle tel que nous, par exemple, nous commençons à atténuer l'émission de gaz carbonique, de dioxyde de carbone, etc. Est-ce qu'ils ne devraient pas trouver un moyen qui pourrait les aider à ne pas trahir leur présence, en fait? Alors, a priori, je dirais que c'est impossible de faire ça. Parce que il faudrait que ces étrangers, là, arrivent à dissimuler la masse même de leur machine et arrivent à dissimuler la vitesse de leur machine. Et ça, d'après les lois de la physique connues, ça n'est pas possible. On ne peut pas dissimuler une masse. On peut la rendre invisible visuellement. Comme on l'a vu, ça arrive de temps en temps. Il y a des ovnis qui peuvent se rendre invisibles. Enfin, invisibles à l'œil, mais pas au radar, puisqu'on les voit quand même, hein, surtout avec les nouveaux radars. Mais dissimuler l'émission d'ondes gravitationnelles, je ne crois pas que quiconque, dans tout l'univers, en soit capable. C'est pour ça que je disais, ils pourront plus se cacher nulle part.
parce que c'est la structure même de l'espace-temps qui bouge, qui oscille. C'est ça l'avantage de la détection d'ondes gravitationnelles pouvant potentiellement provenir de vaisseaux étrangers. Ils ne pourront plus se cacher nulle part, plus jamais. James, imaginons que... Enfin, non, est-ce qu'il est possible d'imaginer une civilisation qui soit technologiquement plus développée que la nôtre, mais qui ne soit pas passée par l'étape radio, qui n'ait pas découvert les ondes de radio? Quelles seraient les conséquences pour notre recherche à nous? Les conséquences, si on ne se base que sur la radio, les conséquences seraient d'abord qu'on n'aurait aucun indice que cette civilisation existe. Déjà, si nous n'utilisons que la radio et elle pas, alors on ne saurait pas si elle est là. Ça, c'est sûr. Mais il y a plusieurs moyens de... on sait qu'il y aurait plusieurs moyens potentiels de communiquer. Alors, la radio, et puis on peut passer par le moyen biologique. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer un signal qui, si vous êtes trop loin, de toute façon, en raison de la loi du carré inverse, va être fortement atténué et peut-être presque inaudible lorsqu'il va arriver ici, on peut se servir de la biologie, par exemple, en lançant dans toutes les directions dans l'espace je ne sais pas comment on pourrait dire ça, des sports, oui, des sports, ou en tout cas des capsules contenant une forme de vie microbienne, virale éventuellement. Les virus, c'est quand même bien pour faire ce genre de choses, parce que les virus la plupart des virus n'ont pas d'ADN, mais ont un ARN, donc on peut faire des choses assez fines avec ça. Et donc, une fois arrivé dans un milieu favorable, ces capsules s'ouvriraient, il en sortirait les matériaux convenables à la vie, et à condition que ne tombe pas en plein milieu d'une ville, où à ce moment-là, il serait probablement détruit, soit par la pollution, soit par les pneus des bagnoles, à ce moment-là, il pourrait se développer une forme de vie envoyée d'ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça, c'est d'ailleurs de cette manière que beaucoup de scientifiques, maintenant, pensent que la vie est apparue sur Terre. Parce qu'il y a deux théories. La théorie de la panspermie et la théorie de la panspermie dirigée. Donc, dans la première, la vie serait arrivée sur Terre, donc milieu favorable à la vie, il y a 3,5 milliards d'années à peu près, par le biais de comètes ou d'astéroïdes qui seraient tombés. Et on sait qu'il y a dans les comètes et dans certains astéroïdes les briques élémentaires de la vie. Maintenant, on en a la preuve. Il y a des acides aminés, il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la vie. Mais à condition que ces matériaux bruts arrivent sur un monde où les conditions sont favorables à son éclosion, bien entendu. Ensuite, il y a la théorie de la panspermie dirigée. C'est-à-dire que là, c'est plus aveugle, c'est plus la nature qui fait le job, c'est par exemple une civilisation qui veut soit se signaler, soit préparer le terrain avant son arrivée directement. Donc elle envoie un peu partout dans l'espace des capsules comme ça, avec éventuellement, alors, lorsqu'on a un ARN ou un ADN, on peut y inscrire un message qui serait lisible avec le matériel et la technologie appropriée. Donc dans un ADN, on peut mettre beaucoup de choses, y compris des mots, des phrases, de la musique. Si j'extrapole, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un matériel génétique de ce genre. Donc là, on aurait une civilisation qui, de propos délibérés, enverrait la vie partout, ou éventuellement dans une seule direction. Par exemple, nous, ça s'est peut-être produit comme ça il y a 3 milliards d'années, et quelqu'un s'est dit, ah ben là, on a une planète vierge, il n'y a personne,
On peut y envoyer, et puis on verra dans 3 milliards d'années ce qui s'est passé. Bon, c'est un peu... là, on ne compte plus en milliards d'années, mais en millions d'années seulement. C'est un peu ce qui a fait le thème de 2001 d'Arthur Clarke. Hein. À l'époque, il n'y avait que des hommes singes. Des machines sont arrivées qui ont fait progresser le cerveau de ces hommes singes et qui a donné, au final, nous. Je ne crois pas que ce soit exactement passé comme ça, mais enfin, c'est une théorie qui en vaut bien une autre. Mais là, il s'agit d'envoyer des capsules de matériel vivant. Après, si les conditions sont favorables, il se révélera ou il restera mort, inerte, et au bout d'un certain temps, il sera balayé par les éléments, on n'en parle plus. Mais ça, c'est donc la deuxième théorie de la panspermie. Alors, il y a un grand monsieur, un grand astrobiologiste qui s'appelle Chandra Wickramasinghe, qui est un Indien de l'Inde, qui a élaboré toute cette théorie, la panspermie et la panspermie dirigée. Et c'est un garçon qui a vraiment... il n'a pas oublié la cervelle dans sa poche à sa naissance, quoi. Un type vraiment très, 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 très calé, très compétent. Voilà, c'était un moyen de correspondre, de communiquer d'une façon ou d'une autre à travers une galaxie. Autre que par la radio. Alors bien entendu, hein, pour suivre la question de Corinne tout à l'heure, est-ce qu'on peut utiliser, je ne sais plus qui a posé la langue, c'est Thierry, des ondes gravitationnelles pour communiquer délibérément, sans doute, condition d'avoir le process qu'il faut hein, pour générer des ondes gravitationnelles à ce moment-là qu'on aurait codé. Parce qu'un signal, pour qu'il soit reconnu de nature intelligente, il faut qu'il y ait un message dedans. Ce message, il faut qu'il y ait un code. Après, c'est à nous de trouver la grille correspondante du code. Hein. Mais ça, c'est notre boulot, en fait. Une fois qu'on détecterait quelque chose qui a l'apparence d'une structure qu'on puisse éventuellement découper. C'est le problème qu'ont tous les cryptologues du monde. Hein. Détecter des codes secrets à travers un signal qui apparemment est aléatoire, c'est du boulot, quoi. Maintenant, il y a des process informatiques qui font le job, il y a même de l'intelligence artificielle qui fait le job. Et d'ailleurs, on aurait probablement recours, pour détecter un message complètement inconnu, on aurait probablement recours à une intelligence artificielle pour le décrypter. Pour savoir s'il y a une structure, s'il y a un message, s'il y a... Parce que, bon, un signal, c'est un signal, mais il peut être vide. Si j'allume une lampe électrique, c'est un signal, mais il est vide, il n'a pas de signification. Voilà, donc... et avec le laser, on peut faire ça maintenant. On sait coder des faisceaux de lumière laser. D'ailleurs, c'est courant, hein, c'est devenu presque courant, des satellites en orbite qui correspondent avec la Terre par des faisceaux laser qui transportent des millions de canaux de communication dans un seul faisceau laser, qui ensuite va être retranscrit en fibre optique au niveau du sol, etc., et disséminé là où il doit aller. James Nozo, m'intéresse, enfin, il faudrait peut-être que tu nous rappelles, je l'ai su, mais ce serait bien que pour l'histoire de Oumuamua, là, qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi on a supposé que ça pouvait être un vaisseau, et pourquoi, et est-ce qu'il y a des chances de revenir dans le sens où c'est une comète? Voilà. Non, justement, c'est ce qui a fait toute l'histoire. C'est que en octobre 2017, il y avait un garçon qui était en séjour postdoctoral à l'université, au télescope de Haleakala à Hawaï, et qui, je sais pas, tu sais comment ça se passe, lorsque les télescopes regardent l'espace la nuit, parce que le jour, évidemment, on n'y voit rien, et le lendemain matin, tout est enregistré, et le lendemain matin, quand les gars arrivent à leur boulot, à leur bureau, ils regardent ce qui s'est passé pendant la nuit. Et là, ils voyaient un point qui se déplaçait contre le champ des étoiles que personne n'avait jamais vu. Alors ce point, bien entendu, maintenant, on a les moyens de déterminer sa vitesse, sa courbe de luminosité,
Il peut avoir une approximation de sa masse, de son volume, etc. Et Robert Reich, puisque c'est son nom, c'était un jeune postdoc. Hein. Donc il avait son doctorat et puis il faisait son séjour postdoctoral à Hawaï. Il a vu ça, le monde entier a été alerté en l'espace de 2 heures. Ça a fait le tour du monde parce que on a déterminé, premièrement, par sa trajectoire, il avait une trajectoire hyperbolique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas provenir du système solaire comme le font les comètes qu'on connaît, hein, la comète de Hale-Bopp, la comète de Halley, tout ça, ni un astéroïde provenant de l'intérieur du système solaire, de la ceinture par exemple, ou de l'extérieur du nuage, de la zone de Kuiper, du nuage d'Oort. C'était rien de tout ça. D'autre part, sa trajectoire l'a mené pas tout à fait perpendiculairement, mais selon un certain angle par rapport au plan de l'écliptique. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte le plan où tournent toutes les planètes, à l'exception de Pluton qui a une orbite légèrement élevée par rapport au plan, mais très peu. Et cet objet, il est arrivé tout droit comme ça, presque perpendiculairement au plan de l'écliptique. Il s'est inséré dans le système solaire à l'intérieur de l'orbite de Mercure. C'est-à-dire, il est passé entre l'orbite de Mercure et le Soleil. À ce moment-là, il avait une vitesse évaluée à 45 km par seconde. Ce qui fait à peu près 100, si vous l'avez calculé tout de suite là, 140 000 km à l'heure. Il a contourné le Soleil et il a accéléré. Il est passé de 45 à 80, 82, je crois, km par seconde. Aucun objet naturel connu jusqu'alors n'avait fait ça. Et c'est ça qui a alerté les astronomes. Alors, d'une part, ce n'était pas une comète parce qu'il n'émettait pas de queue ni d'émission de gaz, il ne dégazait pas, comme le font les comètes, surtout quand elles arrivent aussi près du Soleil. Les comètes dégazent, c'est pour ça qu'on les voit de loin, hein, que des comètes. Ce n'était pas non plus un astéroïde, parce que, alors ça, c'est parce que sa forme, on a calculé que si par exemple ça avait été un morceau de rocher éjecté depuis une supernova lointaine, une étoile, il n'aurait pas pu conserver cette forme allongée. Il aurait été brisé en plusieurs morceaux bien avant d'être arrivé chez nous. Parce que c'est les lois de la mécanique céleste. Donc on s'est dit, c'est pas un astéroïde et c'est pas une comète. Voyons, qu'est-ce qui reste? Et là, des gens comme Abraham Loeb qui se sont dit, qu'est-ce qui reste? Une épave de vaisseau spatial ou un vaisseau spatial fonctionnel qui est venu se renseigner un peu. Parce qu'en fait, on s'est dit, mais il visait le centre du système solaire de telle façon que on ne pouvait pas penser que c'était dû au hasard. Quand la visée est aussi précise que cet objet passe à l'intérieur de l'orbite de Mercure, contourne le Soleil et accélère après être sorti du Soleil, après être sorti de l'attraction solaire, qu'il a défié d'ailleurs, parce que l'attraction solaire, je crois que la vitesse de libération de l'attraction solaire, c'est de l'ordre de 40 km par seconde. Là, il était plus du double. Et il s'est échappé. Alors on pense en direction de la constellation de Pégase. Malheureusement, on s'est aperçu trop tard de sa présence. Et quand il est passé au large du Soleil et qu'il a accéléré pour s'enfoncer vers l'infini, il était trop tard, on ne pouvait plus le rattraper. Si on avait détecté peut-être 3 mois auparavant, on aurait eu le temps peut-être d'envoyer une sonde à sa rencontre. Et en calculant les vitesses de telle sorte que la sonde le rencontre à un endroit précis, on aurait pu savoir quelque chose. Maintenant, il doit être pas loin d'une... Non, ça fait 2017, ça fait 3 ans.
il doit être à peu près à une demi, s'il a conservé la même vitesse, il doit être à peu près à une demi-année-lumière de nous. C'est trop tard. Et c'est pour ça que les gens, maintenant, ont mis les yeux et les oreilles partout, y compris avec les télescopes spatiaux. On attend le prochain. S'il y a un prochain. James, j'ai appris quelque chose d'assez stupéfiant là, tout à l'heure. J'ai appris quelque chose de vraiment étonnant, c'est que ce vaisseau spatial pas qui utilise la technologie de Alcubierre, oui c'est ça. La distorsion. La distorsion. Maintenant, tu dis qu'il n'y a plus besoin d'énergie négative avec de l'énergie positive, celle qu'on connaît. C'est pas moi qui le dis, c'est Bobrick et Matthaei, Oui. que je vous ai montré. Là. Ils ont pondu un papier. C'est extraordinaire parce que jusqu'ici, c'était un problème majeur. Alors, il se trouve que... Parce que l'énergie négative, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ça existe en théorie. En théorie. Ça existe sur le papier, mais pas en réalité. Quoi. Ouais. Voilà. Mais ils ont été malins parce qu'ils ont soumis, avant de publier, ils ont soumis leurs recherches à Miguel Alcubierre et lui-même, qui a dit, ok les mecs, moi je suis d'accord, vous avez peut-être raison. Il a accepté l'idée, alors qu'au départ il pensait qu'il fallait absolument une énergie exotique. Quand il a vu leurs calculs, parce qu'évidemment, ils n'ont pas envoyé une vidéo, une animation YouTube, ils ont détaillé tout le boulot qu'ils avaient fait, équation à la clé, et il a dit, je suis d'accord, ça peut marcher. Ouais, donc ils ont, en quelque sorte, le pape du moteur à distorsion a donné quitus à Bobrick et Matthaei pour leur découverte. Là. Parce que, il faut le rappeler, ce moteur à distorsion permet d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. En théorie, oui. Alors que les autres moteurs dont tu as parlé ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière. Dépasser la vitesse de la lumière. Là, c'est assez extraordinaire. Disons que c'est compréhensible dans la mesure où la distorsion Alcubierre, elle permet non pas de déplacer le vaisseau lui-même, mais de déplacer l'espace-temps. Mais en pratique, voilà. tu vas de Donc, Gémeaux à Alpha du Centaure en moins de 4 ans et demi, en théorie. Voilà. Donc, en théorie, on peut estimer qu'une telle machine se déplacerait plus vite et même beaucoup plus vite que la lumière. Mais, parce qu'après tout, on a un exemple de phénomène où la vitesse de la lumière a été dépassée, et peut-être même de millions de fois. On a un exemple précis, c'est le Big Bang. Ah bah oui, l'expansion. Au moment où le Big Bang s'est manifesté, il y a un temps qu'on appelle le temps de Planck, qui est de 10 puissance moins 43 secondes, pour voir ce que ça fait. Au moment où c'est pas que l'univers qui est né, mais l'espace et le temps aussi. Tout est né en même temps. Alors, c'est pour ça qu'on s'interroge actuellement pour savoir ce qu'il y avait, pour théoriser ce qu'il pouvait y avoir avant, mais on part du principe. Mais au moment du Big Bang lui-même, au moment 0 ou 0 plus 10 moins 44 secondes, l'univers s'est étendu de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années-lumière, en 10 puissance moins 43 ou 44 secondes. Ça veut dire que la vitesse de la lumière, par l'énergie qui s'est dégagée à ce moment-là, c'était que de l'énergie, certes, c'est pas encore vraiment de la matière, mais elle a largement dépassé la vitesse de la lumière, et donc c'est pour ça que l'on dit couramment que le Big Bang, comme les trous noirs d'ailleurs, ce sont des lieux-moments, je sais pas, il n'y a pas de mot pour décrire ça. On pourrait écrire lieu/moment. En réalité, le vide, c'est une soupe incroyable de toutes sortes de particules. Et quand on extrait, on peut avoir cette image qui avait été donnée par Dirac, l'océan de Dirac. Quand on extrait une particule du vide, par exemple l'électron, il va rester l'anti-électron un peu comme un trou dans le vide. Alors là, je crois qu'on déborderait largement le thème de cette journée, mais là, on entre dans la problématique de l'extraction de l'énergie du vide, etc., du vide quantique. Oui, moi donc, tu as parlé des informations que l'on peut avoir, technosignature, etc., avec ce qui est dans l'atmosphère, mais
je prends une planète, est-ce que ce qui est à la surface, il y a moyen d'en tirer des enseignements? Alors je pense aussi bien biosignature, par exemple, de la végétation, que technosignature, par exemple, la pollution lumineuse d'une civilisation. Voilà. Oui. Alors, justement, là, j'en ai pas parlé parce qu'il aurait fallu encore 10 ou 20 minutes. Webb, par exemple, le télescope, pourrait détecter des villes illuminées là, dans l'hémisphère obscur de leur planète, comme on le voit sur Terre avec nos satellites. Hein. Quand ils passent sur l'hémisphère obscur, on voit toutes ces bandes de lumière là, de l'état de Montréal jusqu'à la Floride, et à l'intérieur aussi, les grandes villes illuminées. Ils pourraient faire ça. Et d'autant plus que comme il regarde dans l'infrarouge, qui dit lumière dit émission d'énergie, et en particulier aussi dans l'infrarouge. Donc, il pourrait le voir, mais bon, il faut voir aussi une chose, c'est que des machines comme ces télescopes-là, Hubble, James Webb, ça a coûté très cher, donc, et les scientifiques qui veulent y avoir accès, on va leur dire, par exemple, vous payez pour tant de nuits d'observation, et après on passe aux copains. Le temps des télescopes est non seulement limité, réduit, enfin, pour chacun, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent utiliser James Webb ou Hubble, mais on ne peut pas donner à tous en même temps la possibilité de brancher leurs ordinateurs sur les capteurs du télescope. Donc c'est cher, on paye, les universités, elles ont les budgets pour ça, hein. Enfin, certaines. Voilà, donc il faut du temps et de l'argent, c'est toujours pareil. James, ici, c'est toi qui est très sollicité. Question suivante. Une question très rapide. La télésignature de la Terre a-t-elle été faite par le télescope ou c'est théorique simplement? Tout à l'heure, vous nous avez exposé la technosignature de la Terre qui servait de référence. Est-ce que ça a été fait par des calculs ou par le télescope? Non, c'est tiré de ce qu'on sait sur la composition atmosphérique de la Terre, mais ils ont, comme je l'ai dit, ils ont fait un modèle. C'est-à-dire le modèle, c'est un modèle informatique, hein, bien entendu. Le modèle imagine ce que verrait le télescope James Webb s'il était placé, s'il regardait la Terre, au lieu d'être près de chez nous et regarder vers les étoiles, s'il regardait la Terre depuis une distance de, je crois qu'ils ont 10, 50 ou 60 années-lumière. Et ils ont modélisé les composants de l'atmosphère étant bien connus, y compris les composants ajoutés par l'activité industrielle humaine. Hein. C'est pourquoi il y a ces bagarres avec les écolos en ce moment, parce que voilà, les oxydes d'azote, le méthane, les carburants fossiles, ils nous cassent les... Passons. Avec ça, ils ont imaginé ce que pourrait voir James Webb s'il était placé loin de nous et qu'il regarde la Terre, dans l'infrarouge. C'est théorique, mais c'est basé sur les données connues de l'atmosphère terrestre. Donc ça veut dire que de là où il est placé, James Webb peut regarder, il peut regarder même encore plus loin que 50 années-lumière, puisque, comme vous l'avez vu, il a regardé une planète, WASP 39b, qui est à 750 années-lumière. Donc s'il était placé même à 1 millier d'années-lumière de nous, voilà ce qu'il pourrait voir de notre atmosphère. Et il détecterait non seulement les molécules qui émanent par des opérations photochimiques ou chimiques naturelles. En revanche, c'est là que c'était intéressant, leur modèle, c'est que les chlorofluorocarbones, eux, n'existent pas dans la nature. Ils ne peuvent pas être produits par des phénomènes naturels. Ils ne sont produits que par l'homme. Je crois que c'est la firme Dupont de Nemours, le géant américain de la chimie Dupont de Nemours, qui a créé, je ne sais plus en quelle année, le fréon, le premier chlorofluorocarbure. Mais il y en a d'autres. Il y a les trifluorures d'azote, les hexafluorures de carbone, etc. Tout ça sont des molécules produites par synthèse industrielle. Ils n'existent pas dans la nature. Ce n'est pas vraiment une question, je la poserai un petit peu plus tard lorsqu'on aura l'occasion de se recroiser. Je me présente Frédéric Siller, je suis journaliste pour Via Occitanie.
Il y a 2 ans, j'étais venu assister à une de vos conférences sur le même thème que j'ai trouvé extrêmement compliqué. Mais aujourd'hui, je voudrais vous féliciter, vous dire bravo parce que vous avez réussi non seulement à faire passer des informations scientifiques d'une façon simple et faire en sorte que cette conférence, elle soit accessible à la compréhension de tous et par rapport à la mienne aussi, parce que ce n'est pas toujours évident de retranscrire à n'importe quel public des faits comme vous les avez racontés aujourd'hui d'une façon simple avec une histoire. Donc merci. Voilà. Je m'efforce, enfin personnellement, je m'efforce dans la mesure du possible de simplifier au maximum les explications, mais il y a des moments où c'est pas toujours possible de simplifier à l'extrême. Parce que, contrairement à certains journalistes de télévision qu'on voyait dans les années 70, là, Michel Chevalet, pour ne pas le nommer, la navette spatiale, comment ça marche, alors il expliquait, mais il expliquait de façon tellement simple que c'était tellement simple qu'on n'y comprenait rien. Il faut quand même garder, il ne faut pas vulgariser à l'extrême. Il faut garder un certain niveau de technicité parce que, bon, les gens qui sont intéressés, ils vont se plonger dedans, ils vont essayer d'en savoir plus, de leur propre chef. Si on simplifie trop, le discours devient pratiquement inaudible. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a à vous dire là? Ah oui, alors c'est aussi simple que ça? Ben non, c'est pas aussi simple que ça. Bravo encore, bravo.